Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui dans ce petit moment parisien consacré au musée, à l'art et l'histoire. Mais avant de parcourir les musées, j'ai déposé mes bagages à l'hôtel, puis je suis allée manger dans un petit restaurant découvert totalement par hasard, le Smith & Son. J'ai donc déjeuné à cet endroit que je vous recommande fortement. La décoration anglaise est très jolie et les plats sont délicieux. Puis j'ai pris la ligne 1 du métro qui était juste à côté pour prendre la direction de la place des Vosges. Plus précisément, je me suis arrêtée à Saint-Paul. Il y a un peu de marche pour arriver à notre destination, qui est le musée Carnavalet consacré à l'histoire de Paris, des origines de la ville à nos jours. Il est situé dans le quartier du Marais, dans le 3e arrondissement. Il présente des collections sur des thématiques variées. Le musée est gratuit et il y a un vestiaire à l'entrée, ce qui permet de déposer des affaires afin d'être à l'aise pour la visite. Pour le temps, il est recommandé 2 heures. Personnellement, j'ai mis un peu plus de 3 heures parce que j'ai filmé et aussi à certains endroits, j'ai vraiment pris mon temps pour admirer certaines œuvres. C'est en rentrant le soir que je me suis rendu compte que ce musée est absolument immense puisqu'il fait une superficie de 3900 m², soit un parcours de 1,5 km. Je vous avoue qu'au départ, le fléchage était bien indiqué, puis au milieu du parcours, j'ai perdu toute notion du fléchage et je n'ai pas du tout faire dans l'ordre. L'intérieur du musée est absolument magnifique, mais pensez de temps en temps à regarder au travers des fenêtres afin d'admirer l'architecture du lieu ainsi que les jardins. Peu visible et face à une fenêtre se trouve la grande peinture de l'allégorie de la ville de Paris, 2,60 m de haut, signée Louise Ebema. Puis, je ne sais plus trop par quel chemin, je suis arrivée au Paris du Moyen-Âge. C'était très intéressant, il y avait une maquette du Paris d'avant, avec les maisons sur les ponts et d'autres fragments de fresques retrouvés. Puis, on débouche sur l'escalier de l'hôtel de Luynes, qui était un hôtel particulier situé rue Saint-Dominique. Il fut partiellement détruit en 1868 durant les travaux haussmanniens, puis définitivement abattu en 1901. 2 immeubles le remplacent à présent à son ancien emplacement. La commission du Vieux Paris réussit quant à elle à sauver l'escalier et ses peintures qui sont exposées à présent au musée Carnavalet. Et c'est précisément en montant cet escalier que j'ai ensuite commencé à me perdre dans les fléchages et que j'ai décidé de faire un côté, puis un autre, tout en prenant comme point de départ le grand escalier. J'ai commencé par les pièces reconstruites grâce aux éléments sauvés d'anciens hôtels particuliers voués à la démolition. Ici, nous sommes dans le salon de musique de l'hôtel d'Uzès, construit rue Montmartre en 1767 par Charles-Nicolas Ledoux et détruit en 1870. Puis j'ai continué mon petit tour en passant d'époque en époque, tout en admirant les boiseries et les tableaux présentés. C'est toujours intéressant de voir ces parties de pièces, mais aussi de savoir que sans le musée, tous ces objets et boiseries auraient été pour la plupart détruites. Puis on passe une sorte de couloir avec des 2 côtés des impressions de peinture qui nous indiquent que nous en avons fini avec le siècle des Lumières et que nous nous approchons à grands pas de la Révolution.
J'ai adoré cette partie du musée, il y avait beaucoup d'objets et tableaux témoignages des heures de la Révolution. Et c'est toujours émouvant de voir certains de ces objets qui ont vécu cette période de l'histoire. Ce tableau de Charles Thévenin m'a fasciné dans le jeu de lumière qui est peint. Il représente la fête de la Fédération organisée au Champ de Mars pour célébrer le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Considéré comme l'acte de naissance de la France, jusqu'alors le royaume se formait par des annexions successives au domaine royal, le plus souvent par la force. Le serment des fédérés déclare par un consentement libre que les provinces et villes sont donc françaises. Ainsi, une foule immense prête serment à la nation, à la loi et au roi. Puis, nous arrivons sous le Premier Empire, qui se mélange avec le début de l'époque romantique en 1830, suite à la chute du Premier Empire. On redescend pour déboucher dans une ancienne salle de bal Art déco. C'est en 1981 que le musée Carnavalet a racheté le décor de la salle de bal de l'hôtel de Vandel de New York. Puis, en suivant le chemin, on débouche dans une pièce avec un mur rempli de tableaux de la Belle Époque. C'est l'une des pièces que j'ai préférées de par les merveilleuses peintures exposées. J'avais envie de photographier chacun des tableaux ou d'y rester devant pendant des heures. Et ce n'était rien en comparaison avec ce qui allait suivre. Je n'avais aucune idée de ce qui se trouvait ensuite et je peux vous assurer que j'ai été bouche bée, complètement ébahie par la bijouterie Fouquet. Héritier du commerce de son père, Georges Fouquet devient en 1895 le propriétaire d'une des bijouteries les plus en vue de Paris. Il charge alors Alphonse Muchat pour concevoir une devanture et un intérieur de style Art Nouveau. Malheureusement, en 1923, le style Art Nouveau est passé de mode, laissant place à l'Art déco. Les décorations extérieures et intérieures seront donc remplacées.
Georges Fouquet décide de démonter et de conserver la plupart des éléments, pièce par pièce, dans un entrepôt avant d'en faire don en 1941 au musée Carnavalet. Et on le remercie grandement, quelle perte d'histoire s'il en avait décidé autrement. La transition est un peu violente, hein. Après en avoir pris plein les yeux, je suis repartie direction l'hôtel Athénée que je vous recommande chaudement. J'ai rejoint Cynthia, que vous avez déjà vue dans ma précédente aventure parisienne. Nous nous sommes préparés pour la soirée car nous avions une sortie 1870 en costume à l'Opéra Garnier pour aller voir le ballet Onégine, en compagnie du Ballet Impérial, une association de reconstitution historique sur Paris. Après la représentation, nous avons pris la direction d'un restaurant afin de partager un dernier moment ensemble, et puis il était temps de retourner tel des cendrillons à notre hôtel. Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner copieux, nous avons repris la route direction la place des Vosges afin de visiter un petit musée. L'occasion pour nous de nous balader dans les rues calmes de Paris et de découvrir des jolis endroits comme ici, cette place juste à côté de l'hôtel et de l'Opéra Garnier qui se nomme Square de l'Opéra Louis Jouvet. Et si on se faisait un peu d'histoire en marchant sous ce beau soleil? Nous nous dirigeons donc vers la place des Vosges. Anciennement, c'était une place royale, car initialement dédiée au roi Henri IV, et finalement elle sera inaugurée par son fils Louis XIII. Après sa construction, on la nomme la place royale. Évidemment, ce nom fut rapidement remplacé à la Révolution. Il fallut attendre 1800 pour que le nom que nous connaissons aujourd'hui apparaisse. À l'époque, afin de renflouer les caisses de l'État, le consulat avait demandé au département de régler leurs impôts. Celui des Vosges fut le premier à s'acquitter de la totalité de ses contributions. Donc, pour lui rendre hommage, le premier consul donna ce nom à l'ancienne place royale. Oh, et je crois que l'on vient d'arriver à destination, au numéro 6, la maison de Victor Hugo. Cette maison était le domicile de l'écrivain pendant près de 16 ans, aujourd'hui transformée en musée gratuit. Elle conserve une grande partie de son charme d'origine, avec des meubles, des objets personnels et des souvenirs de l'auteur. Mention spéciale pour le salon chinois, une salle à la décoration fascinante imaginée par Victor Hugo lui-même.
Je vous avoue que nous sommes restés un peu sur notre faim. Le tour a été assez rapide. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il a manqué, mais j'avais une sorte de sentiment de il manque quelque chose en plus. Nous sommes donc retournés sur nos pas, direction un restaurant atypique. Cynthia a déniché cet endroit qui a recréé le train de l'Orient Express avec des wagons des années 30. L'ambiance est absolument incroyable, on s'y croirait vraiment. Par contre, oui, il y a toujours un mais, quand on t'offre un aussi beau visuel, c'est qu'il faut suivre derrière. J'ai commandé des pâtes aux légumes du Soleil ou un truc du genre avec des aubergines, etc. Et en toute honnêteté, et comme dirait ma grand-mère, ça cassait pas trois pattes à un canard. J'aurais pu faire les mêmes à la maison en fait. Bref, du coup, on a repris la route et à pied cette fois, histoire de digérer un peu nos pâtes pas ouf. Direction le musée des arts et des métiers qui est consacré aux sciences. L'entrée est payante cette fois, 12 € plein tarif, mais gratuit pour tous les premiers dimanches du mois. Il abrite une collection exceptionnelle d'avions et d'automobiles anciennes, mais aussi la machine à calculer de Pascal et le très célèbre pendule de Foucault. Le musée est organisé en 7 sections, instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique et transport. Au sein de chaque thématique, on suit un parcours chronologique depuis 1750 environ à nos jours, qui retrace les évolutions et les améliorations apportées progressivement aux outils au cours de l'histoire. Je crois que nous y sommes restés au moins 2 heures. Je vous avoue que j'y serais bien resté plus longtemps, surtout pour admirer la dernière partie du musée, mais il commençait à se faire tard et j'avais mon train de retour à prendre. C'est un musée dans lequel on peut facilement y rester 3 heures sans s'ennuyer et je pense que j'y retournerai. L'une des pièces que j'ai le plus appréciée est celle où est exposé l'Ader Avion 3, tout simplement car le lieu est incroyable, entre l'escalier monumental et les statues et l'avion qui semble comme léviter dans le vide. Pour la petite histoire, à la fin du 19e siècle, les partisans de 2 idées opposées s'affrontent. Les uns, défenseurs de l'aérostation, pensent qu'un objet ne peut voler que s'il est plus léger que l'air. Les autres soutiennent que l'on peut parvenir à faire voler des machines plus lourdes, et Clément Ader est un de ceux-là. Il commence la construction de son premier aéroplane, l'Éole, en 1890. Parvenant à faire soulever cet aéroplane, il prouve qu'il est possible de faire voler un engin plus lourd que l'air. Il reçoit alors le soutien du ministère de la Guerre, qui lui commande un nouvel appareil. L'avion numéro 3 est enfin mis au point en 1897. Mais l'essai officiel devant les représentants du ministère est un échec. Les mauvaises conditions météorologiques ont dévié l'avion de sa trajectoire. Le ministère suspend son financement, ce qui interrompra les recherches d'Ader. Son avion sera quand même exposé à l'Exposition universelle de 1900 à Paris, où il inspire de jeunes inventeurs. Et enfin, le clou du spectacle, l'ancienne église de Saint-Martin-des-Champs, où on y retrouve le pendule de Foucault et d'autres engins motorisés, tous plus impressionnants les uns que les autres.
C'est ainsi que s'achève ce week-end parisien. J'ai ensuite pris la direction de la gare pour retourner en Bretagne. J'espère que cette sortie sous le signe des arts et de l'histoire vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.